Madame, monsieur, bonjour. Il est 12h34 avec 4 minutes de retard, mais nous allons le rattraper. La situation est particulièrement compliquée aujourd'hui. Vous le savez, c'est le jour J pour le LKP qui a lancé un mot d'ordre de grève générale avec beaucoup d'incidents, puisque les policiers se sont attaqués à des pompiers sur un barrage. On verra tout à l'heure les images. Sinon, aujourd'hui, dans un instant, nous allons recevoir Madame Valérie Ganem. Elle est l'autrice de ce bouquin, La désobéissance à l'autorité. C'est un ouvrage qui parle de l'énigme de la Guadeloupe à propos de la désobéissance à l'autorité. Ça tombe vraiment à pic, cet ouvrage-là, il faudra le lire. Un peu plus tard, nous allons recevoir Joséphine Ladine, professeure documentaliste au collège de Saint-Jean-de-Perse. Plus tard, Sandy Sky Archellery, elle est directrice générale de l'agence 3S. Elle va nous expliquer un peu ce qu'est cette agence. Et puis Caroline Alix, une autre autrice qui a écrit, c'est une avocate, elle a écrit un ouvrage, L'art de la paix, rompre avec une relation, ça s'apprend. C'est un ouvrage sur la médiation qu'il faut aussi avoir lu, sera avec une avocate. Et puis nous allons terminer, bien sûr, comme chaque lundi, avec Jean-Luc Divial. Aujourd'hui, nous allons rendre un hommage spécial, expliquer un peu ce qu'était cette chanson de Jacob Desvarieux, qui nous a quittés il y a quelques mois, en malade. Alors, pour qui était dit ça, eh bien, on va expliquer ça avec Jean-Luc Divial. Merci. Très rapidement, quelques images de ce qui s'est passé. Là, on est dans le hors-sujet à Morne-à-l'Eau, les forces de l'ordre, la répression, ils sont attaqués donc des policiers. L'attaque a été très violente. Vous le verrez sous ces images. On va avancer les images un tout petit peu et vous verrez que les forces de l'ordre étaient en train d'avancer vers un barrage et un pompier calmement était là, disant à ses camarades de ne pas bouger. Et à ce moment-là, les forces de l'ordre sont arrivées. Vous verrez les images d'une violence presque inhabituelle, mais en fait, dans un pays colonisé, ces violences-là sont toujours habituelles. Et voilà, les forces de l'ordre qui ont bloqué un pompier, qui l'ont mis à terre, un peu comme Floyd. Voilà, ils sont 3 policiers, 3 gendarmes à bousculer ce pompier qui est à terre, vous le voyez. Et ce sont les images de ce matin, à peine quelques minutes. On va revenir sur l'actualité dans un instant, puisque Harold est en direct aussi. Et Michel est devant le commissariat de police, puisque des salariés ont été attaqués. Mais pour l'heure, nous partons tout de suite en France avec Valérie Ganem. Elle est au téléphone. Elle a écrit cet ouvrage, je vous l'ai dit, La désobéissance à l'autorité, l'énigme de la Guadeloupe. Valérie Ganem, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de cet ouvrage ? Alors, vous savez, cet ouvrage, c'est le fruit de 20 ans de recherche et d'intervention dans les milieux de travail en Guadeloupe, déjà. Oui. Et c'est vraiment un peu... on pourrait presque dire le hasard, c'est-à-dire que je suis arrivée en Guadeloupe pour faire mon stage de fin d'études. Oui. Et là, j'ai été embauchée pour faire de la formation. Et donc, j'ai eu affaire aux préjugés sur les travailleurs guadeloupéens, comme quoi ils n'aimeraient pas le travail, etc. Et du coup, comme ça rentrait en contradiction avec le travail que j'étais censée faire, qui était de former les gens pour leur permettre de progresser dans leur travail et tout ça, ça a commencé à me questionner. Et à partir de ce moment-là, ça ne m'a plus jamais lâché. Oui. Et vous avez le sentiment, au travers de ces enquêtes que vous avez menées dans l'hôtellerie, un peu partout, que tout cela résulte de l'esclavage ? En tout cas, c'est le fruit d'un héritage. Oui. De l'esclavage, mais c'est aussi... ce qui résulte aussi de l'esclavage, c'est... la hiérarchie sociale liée à la couleur de peau, qui est très présente dans le travail aussi, et qui du coup suppose effectivement pour les travailleurs qui se trouvent en bas de cette hiérarchie de se défendre contre la souffrance d'être ainsi discriminés. Oui. Et vous avez... C'est très difficile d'en parler très rapidement comme ça. Hein. Oui, bien sûr. On aura l'occasion de vous recevoir en plateau quand vous serez en Guadeloupe. Mais alors... Mais en ce sens-là, comme la hiérarchie sociale et à la couleur de peau est issue de l'esclavage, si vous voulez, forcément.
Mais alors, juste une question un petit peu plus précise. Pourquoi, dans l'hôtellerie, vous avez le sentiment, vous l'écrivez dans votre ouvrage, que les gens refusent pratiquement de travailler en comparant un petit peu le travail à l'hôtellerie, dans la réception ou dans les chambres, comme un travail vraiment d'esclave, de bonne à tout faire? Ah, c'est très rapide ce type de raisonnement, hein. C'est plus subtil et nuancé ce que je peux dire. Parce que, encore une fois, tout ça est aussi très très lié à l'organisation du travail. Oui. Premièrement. Après, il se trouve effectivement, ce qui se trouve, c'est qu'effectivement, dans les organisations de travail, au sein des hôtels, il peut arriver effectivement que, par exemple, les touristes aient des attitudes ou des conduites racistes. Oui. Envers les travailleurs, et dans ce cas-là, effectivement, c'est un peu, on se retrouve dans des situations qui mettent en jeu cette question encore de la couleur de peau, de la hiérarchie sociale, et qui peuvent générer des conduites de défense contre la souffrance. Alors, vous dites quelque part que plutôt que d'essayer de tenir compte pour désamorcer ce problème, les responsables, les patrons, ils essaient de mater cette désobéissance? C'est-à-dire que quand, parfois, effectivement, c'est une stratégie qui peut être adoptée par les managers, et c'est un très très mauvais choix, parce qu'au contraire, ça exacerbe la souffrance et donc les stratégies de défense également. Mais est-ce que vous avez le sentiment, au travers de cette enquête, que les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes, surtout que vous avez rencontrés, sont conscientes que cette désobéissance fait partie, j'ai envie de dire, de leur ADN? Déjà, c'est très difficile de répondre rapidement à cette question. Parce que dans une stratégie collective de défense, il y a toujours une partie inconsciente aussi. Mais voilà, vous voyez, j'aime pas trop. Il y a cette résistance et cette désobéissance, elle a une part consciente, oui, bien sûr, hein, et aussi, je pense aussi que dans les luttes syndicales, par exemple, cette mémoire de l'esclavage, elle est transmise aussi. Alors, et en partie aussi, de manière inconsciente, dans les familles, comme j'essaie de l'expliquer dans mon livre. Alors, vous écrivez, la question de la couleur de la peau est ici étroitement liée à celle de la classe sociale, puisqu'on observe encore aujourd'hui une concordance presque parfaite entre la couleur de peau d'un sujet et sa place dans la hiérarchie sociale. Vous avez eu à observer ça? C'est ça qui est le plus dramatique et qui crée tout le reste. C'est qu'il puisse exister une hiérarchie sociale liée à la couleur de peau. Je pense que je ne suis pas toute seule à l'avoir observé. Oui. Et je ne sais pas si vous le savez. C'est pas seulement en Guadeloupe. Moi, actuellement, j'ai mené une comparaison. Je suis en train de finaliser une comparaison entre la situation en Guadeloupe et au Brésil, par exemple, où il y a aussi vécu l'esclavage transatlantique, où cette hiérarchie sociale liée à la couleur de peau, qui est donc pour moi l'héritage objectif et concret encore aujourd'hui de l'esclavage, est très présent également. Alors, vous savez sûrement qu'en ce moment, aujourd'hui même, il y a un grand mouvement social en Guadeloupe déclenché par LKP et que beaucoup de Guadeloupéens, la majorité des Guadeloupéens, plus de 65% des Guadeloupéens refusent la vaccination obligatoire. Pour vous, ça rentre dans le même processus de désobéissance à l'autorité? Alors, vous voyez, c'est là où je peux pas le dire comme ça. Vous voyez, il faut être très prudent avec toutes ces analyses. Déjà, tout ce que j'ai pu écrire dans mon livre, c'est issu de la parole des Guadeloupéens, c'est en donnant la parole aux Guadeloupéens. Hein.
Donc, par rapport à cette question du vaccin, il faudrait donner la parole aux Guadeloupéens sur ces questions. Ça, oui, je pense que pour comprendre. Oui. Pour comprendre, mais c'est vrai que voilà. En tout cas, si c'était le cas, admettons, s'il y avait à voir avec ce que j'ai pu décrire dans les milieux de travail, parce que c'est lié au travail. Enfin, le problème, l'obligation, c'est dans le travail et tout ça. Donc forcément, le travail doit être pris en compte. Alors, pourtant, ce qui est paradoxal, vous l'avez noté dans votre ouvrage, c'est qu'il existe en Guadeloupe ce qu'on appelle des coups de main, où les gens s'investissent vraiment. Voilà, bien sûr. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que cette stratégie collective de la résistance et de la désobéissance, c'est dans le cadre du travail salarié. Oui. Et c'est directement lié à la discrimination, à la subordination inhérente au travail salarial, etc. Parce qu'il est hors de question de dire que ça concerne le travail en général, puisque pour ce que j'ai appelé au contraire le travail pour soi, dont les coups de main font partie, mais aussi le travail domestique, le travail indépendant, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, cette dichotomie entre le travail pour soi et le travail pour autrui, en analysant les pratiques de travail au temps de l'esclavage, j'ai pu me rendre compte qu'elle existe depuis lors. Alors, vous savez, on va terminer là pour aujourd'hui, qu'il y a une expression en Guadeloupe qui dit « en part travail pour travail à blanc là ». C'est-à-dire que quand le Guadeloupe... blanc là, si vous voulez. Oui. Ça vous choque en tant que Française d'entendre ça? Ah non. Non, pas du tout, parce que je comprends. Moi, je suis bien placée pour comprendre. Oui. Oui, mais comme vous-même, vous sont blancs, alors, quoi, du bras travail pour blanc. En blanc, mais vous savez, tous ces bitins là, ça, ces catégories-là, ça, c'est en construction, hein. Ça n'a pas une réalité en construction sociale, hein. D'accord. Au moins. Valérie Ganem... Ça a une réalité, mais c'est pas... En tout cas, ça ne me dérange pas d'entendre ça. Je sais pourquoi les gens disent ça. D'accord. Mais Valérie Ganem, on vous remercie. Vous m'avez dit que vous serez en Guadeloupe au mois de février, c'est bien cela? Normalement, si Dieu veut. Oui, Dieu qui voulait, Dieu qui voulait. Et donc, on aura l'occasion de vous recevoir en direct, aller un petit peu plus loin avec vous sur ce sujet. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre question. Je rappelle le titre de votre ouvrage. On va le voir à l'écran. La désobéissance à l'autorité, l'énigme de la Guadeloupe. Et nous sommes justement aujourd'hui en plein dans cette résistance à l'autorité coloniale, l'autorité française. On continue à développer notre ZCL, les 12h47 minutes. On va d'abord faire un petit tour. Justement, une manifestation qui a eu lieu samedi, c'était aux Abîmes. Olivier Moradel était sur place. L'LKP avait appelé, avec plein d'autres organisations, un petit blocage de l'aéroport. C'était juste un petit essai, voir ce que ça donnait. Regardez le résultat. C'était samedi. Nous avons marché depuis le 17 juillet. Depuis le 17 juillet, travaillait et peuple Guadeloupe a dit qu'il n'est pas d'accord à ce qu'il est obligé de prendre un piqui, d'avoir qu'il n'y a pas ni pour garantie que ça que soigné et qu'il n'y a rien pas à faire. Depuis le 17 juillet, tous les jeudis, nous avons fait meeting, tous les samedis, nous avons marché pour dire ça. Mais nous avons constaté qu'il y a ignoré la mobilisation là. Non seulement il y a ignoré, mais plus mauvais, il a décidé de suspendre l'ensemble des travailleurs qui sont dans le secteur de santé, médico-social, et il y a plus loin parce qu'à présent, c'est carrément les camarades à la sécurité sociale, à l'hôtellerie. Ça veut dire que désormais, au lieu qu'il y ait autant de revendications à peuple et à les travailleurs, au contraire, il y a qu'à faire au savent qu'il y a qu'à continuer. Il y a qu'à continuer à appliquer la loi et il a décidé qu'à partir des jours là, c'est tout le monde qui peut recevoir courrier de suspension. Ça veut dire que c'est des milliers de travailleurs qui sont en la rue là. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Nous faisons partie du dispositif de la vie où tout un chacun, dans sa vie, est appelé à connaître une infirmière, un infirmier ou un docteur. Aujourd'hui, les soignants sont en difficulté par rapport à une imposition de se faire vacciner ou d'avoir un pass sanitaire pour exercer ses fonctions. Donc nous sommes le citoyen lambda à sa place. Moi je suis un citoyen, Alex Index, qui lutte pour la liberté, le droit de choisir, de décider ce qu'il veut pour sa vie.
Ils ont attaqué nous, ils ont méprisé nous. Donc forcément, aujourd'hui là, nous décidons qu'il faut nous montrer, il faut nous répondre face à mépris là, ça, face à attaque là, ça. Nous obligés de répondre. Et nous obligés de montrer que nous ne sommes pas d'accord. Eh bien, c'est ça que nous commençons à faire. Et on croit bien vrai que le peuple répond, que le peuple est présent, travaille présent. Et qu'on nous dit, nous allons commencer aujourd'hui là, mais nous ne pouvons pas arrêter. Lundi, nous allons rentrer en mouvement dans tous les secteurs et nous ne pouvons pas arrêter. Et c'était donc samedi, ce week-end, la mobilisation qui annonçait, celle d'aujourd'hui, mobilisation qui continue. Je ne sais pas si Harold et Michel sont toujours là en direct. Dès qu'ils voudront, ils pourront intervenir, savoir ce qui se passe du côté du commissariat de police ou alors à Périn. Pour l'heure, on revient sur la journée du diabète. C'était aux Abîmes. Le diabète, c'est une maladie qui touche pratiquement un Guadeloupéen sur 4 ou 5. Et chaque année, il y a une journée du diabète aux Abîmes, de façon pour les médecins de sensibiliser les Guadeloupéens sur ces questions. C'est une question de santé, puisque c'est une maladie qui est, comme on dit, maladie silencieuse, qui vous touche quand vous consommez trop de sucre, trop de sel, et que vous n'avez pas assez d'activité physique. Et beaucoup de Guadeloupéens, justement, sont victimes de cette maladie. D'ailleurs, dans les comorbidités, le diabète figure en bonne place, et c'est ce qui a emporté beaucoup de gens pendant les derniers mois. Reportage Vianney Valverde, on regarde. Très satisfaite parce que malgré la pluie, nous avons énormément de personnes. Nous avons eu déjà 200 passages et les personnes viennent se faire dépister du diabète, de l'hypertension artérielle, prendre des conseils. Nous avons eu des conférences où il y a eu beaucoup de questions de poser et là c'est l'activité physique et je vois que les personnes prennent plaisir à bouger et c'est formidable. Je suis vraiment heureuse de reprendre ce contact avec la population. Je vois que ça a manqué aussi aux personnes et donc les manifestations comme celle-là nous permettent de faire des actions pour lutter contre l'apparition du diabète et c'est ça qu'on souhaite pour qu'en Guadeloupe le nombre de diabétiques puisse diminuer. J'ai 57 ans et ça fait au moins 13 ans que je suis diabétique. Depuis l'âge de 13 ans. Mon père est diabétique, j'ai 5 sœurs. Il y a 3 qui sont diabétiques, les 3 les plus grandes quoi. Et bon, le diabète c'est une maladie qui est très grave. Je ne prenais pas ça au sérieux. Je ne prenais pas ça au sérieux même du tout. Je mangeais n'importe quoi, je buvais de la bière. Mais après des amputations, parce que j'ai été amputé d'un petit orteil au pied droit, la même année, j'étais sous le pied. J'ai attrapé une infection qui a gratté le pied. Je suis resté 4 ans avant que ça guérisse. Mon rôle justement c'est de permettre justement aux malades de maintenir le corps en bonne santé parce qu'il faut savoir que l'activité sportive permet de gérer l'insuline mais ça permet aussi de prévenir de beaucoup de troubles liés au diabète, notamment tout ce qui est de point de vue cardiovasculaire, les arthroses et même le fait de faire l'activité, ça va permettre au sucre d'être consommé pendant l'activité, donc ça va permettre aussi de gérer le taux de sucre dans le sang. On parlait du centenaire, donc de la découverte de l'insuline en 1921 par 2 chercheurs canadiens et nous avons parlé des autres aussi innovations qui sont apparues, donc des pompes à insuline, des capteurs qui permettent de mesurer en continu le taux de sucre, le glucose. Nous avons parlé de la psychologie de la personne qui a un diabète et nous avons parlé aussi du microbiote intestinal, ce sont ces bactéries dans l'intestin qui nous permettent aussi de rester en bonne santé et puis du chaussage, des chaussures avec les podologues. Donc c'était très intéressant, très vaste, il y a eu beaucoup de questions mais je pense que ce sont des actions comme celle-ci qui peuvent permettre vraiment d'être acteur de sa santé. Voilà, je vous l'ai dit, on va recevoir aussi un professeur documentaliste du Collège de Saint-Jean-de-Perse, Madame Nadine, bonjour. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs de Canal 10. Et elle est accompagnée de 2e, le 6e du Collège Saint-Jean-de-Perse. Il y a Andrea, bonjour Andrea. Bonjour. Et Kezia, bonjour. Bonjour. Avec eux, on va parler de ce projet autour du parc Hippomène Léova dans un instant. Est-ce que Jordan, on est prêt? Ou bien on passe au 3e sujet tout de suite? Oui, donc on va voir. Alors, Madame Ladine, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques petits mots avant de donner la parole à ces 2 jeunes sur ce projet du parc Hippomène Léova à Grand Camp? Alors, en fait, je suis professeur documentaliste au Collège Saint-Jean-de-Perse
Et dans le cadre du projet CDI, j'ai proposé l'environnement pour les classes du niveau 6e. Oui. Donc après avoir balayé un certain nombre de thématiques d'actualité, on se dit pourquoi ne pas rester de manière proche pour poser les regards qu'il faut. Et c'est justement le premier regard que nous allons poser demain avec les élèves de cette classe. Alors, ils ont la parole. Alors, Kézia, peut-être? Alors, bonjour à toutes et à tous et à tous les internautes de Canal 10. Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec ma camarade Andrea pour vous présenter le projet sur le parc Hippomène Léova, Grand Camp vu par son environnement proche. D'accord. Andrea? Oui, donc demain nous allons rencontrer Hippomène Léova, donc l'éponyme du parc que nous avons déjà visité la semaine dernière pour voir un peu la faune et la flore. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce parc de particulier? Alors, il y aura... On va voir l'image du parc tout à l'heure, d'ailleurs. Oui. Il y aura des manifestations que la classe a préparées. Ah, c'est toute la classe qui a préparé? Oui, c'est ça. Oui. Donc, j'annonce le programme. Oui. Donc, dans un premier temps, ma classe va présenter la biographie sur Hippomène Léova. D'accord. Vous avez rencontré déjà Hippomène Léova? Non, on n'a pas encore rencontré. Ouais, pas encore rencontré. Oui. Andrea? Ensuite, nous aurons des escales musicales sur celle d'Hippomène. Oui. Alors, dans un troisième temps, nous allons présenter des témoignages recueillis auprès de personnes proches d'Hippomène et nos proches à nous. Alors, vous savez que Hippomène, c'est un chanteur, vous le savez quand même? Oui. Oui. Alors, est-ce qu'il est que chanteur, Hippomène? Alors, Hippomène, il est auteur, chanteur et très engagé aussi. Dans la vie? Militant. Dans la vie militante, oui. Madame Latina a quelque chose à ajouter peut-être? Ben, disons que c'est le premier regard que nous allons poser par rapport au projet de cette année. Oui. Et d'autres regards sont en préparation pour faire des rencontres et pour justement permettre aux enfants qui côtoient tous les jours Grand Camp de voir ce qui se passe. Donc, du côté environnemental, la biodiversité, l'eau, mais aussi le côté culturel, le côté social. Et donc, nous espérons que ces regards permettront d'appréhender l'environnement autrement aussi. Alors, en dehors d'Andrea et de Kézia, comment les enfants réagissent par rapport à la biodiversité, par rapport à l'environnement dans une classe de 6e? Alors, justement, la semaine dernière, avec le professeur de SVT, nous sommes allés pour découvrir le parc dans sa biodiversité, dans son environnement, dans le cadre du paysage. Et j'ai entendu une réflexion qui m'a interpellée, une enfant qui dit « Mais pourquoi le cours de SVT ne dure pas plus longtemps ? Seulement 1 heure parce que... » Il y a beaucoup de choses à apprendre. Non seulement il y a beaucoup de choses à apprendre, mais être dans un espace aussi paradisiaque, je dirais, c'est exceptionnel. Et c'est justement le fait qu'on ne prenne pas le temps d'apprécier ce genre de joyaux que nous avons eu l'idée de proposer ces regards à poser sur Grand Camp, puisque je travaille à Grand Camp depuis quelques années et on le voit tous les jours, on voit des choses sans appréciation, sans vraiment en profiter. Alors ça veut dire pour les gens qui ne savent pas qu'à Grand Camp, il n'y a pas que des immeubles à 4 ou 5 étages, il y a autre chose, quoi. Ah non, il n'y a pas que des immeubles. C'est vrai qu'on peut penser Grand Camp comme un quartier résidentiel, c'en est un, mais il y a beaucoup de joyaux, beaucoup de petits espaces de personnes à découvrir. Donc, je crois que... Kézia avait quelque chose à dire? Alors, pour rajouter un peu plus de choses, moi, je ne côtoyais pas Grand Camp quand j'étais au primaire. Oui. Tu ne connaissais pas Grand Camp du tout? Enfin, c'est pas que je ne connaissais pas, mais je vivais pas, je passais pas par là tous les jours. Oui. Et maintenant que j'ai fait ce projet, j'ai découvert le parc et j'étais assez étonnée parce que j'ai découvert que c'était un parc très beau, très entretenu,
beaucoup de vie, beaucoup de faune, de flore, beaucoup d'animaux. Oui. Et moi, je ne connaissais pas ce parc. Je ne l'avais jamais vu. Et Andrea, tu connaissais ce parc? Non, j'étais déjà passée devant, mais je ne m'étais pas questionnée sur son nom, ni pour qui il était, ni pourquoi il était là. Alors, mais il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Les jeunes comme vous, qui sont les adultes de demain, puisque dans quelques années, vous serez comme Madame Lazine, comme moi, qu'est-ce que vous dites à vos camarades par rapport à l'environnement, par rapport à la biodiversité, par rapport à la nature? Parce que souvent, on voit des gens qui balancent des choses dans la nature, qui salissent un petit peu, qui polluent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en tant que jeunes? Bon, c'est vrai que nous, en tant que jeunes, on est peu exposés, on est beaucoup plus exposés à ça parce que nous, on marche dans les villes, on marche un peu dans Grand Camp et on voit quand même que Trouve le mot, que c'est pas si. C'est pas vraiment, comment dire, Propre. c'est pas que c'est propre, c'est que en fait quand moi par exemple je passe ou je vois qu'il y a des déchets par terre, ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas, quoi. Ça te choque. Ça te choque, oui. Oui, mais je comprends que la biodiversité, c'est pas un sujet qui touche vraiment les jeunes encore assez, Oui. parce que je trouve que c'est pas assez exposé au niveau un peu jeune. Il faudrait, par exemple, des jeunes comme moi, il faudrait que quand un jour on va faire un jeu vidéo sur ça, les gens vont être un peu plus ouverts, voilà, parce que des gens de mon âge, on n'est pas sur ça. On n'a pas assez d'informations. Voilà, on n'est pas encore assez exposé. D'accord. On a une petite goutte. Voilà, il y a des petits remords quand vous voyez quand vous allez dans la forêt avec vos parents et que vous voyez des déchets. Ouais. Mais on n'est pas assez exposé. D'accord. C'est Alors, ton sentiment, tu veux dire Andrea? informé. Voilà, informé. Andrea, c'est ton sentiment aussi? Ben oui, un peu, vu que moi, on me disait souvent que la terre, on la rend malade, mais qu'à n'importe quel moment, elle peut repousser la maladie et donc nous repousser nous, vu que c'est nous qui sommes en train de la salir. Oui. C'est nous qui sommes en train de la détruire. Alors, est-ce que ce message-là, vous le donnez à vos autres camarades, leur dire attention, respectons la nature? Ben oui, un peu. Oui. Oui? Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils respectent au de jeter l'eau canette de Coca-Cola ou de n'importe quoi? Alors moi, je ne vois pas. Je ne peux pas dire ça, mais moi, les amis que j'ai, bon, c'est pas leur genre. Ils respectent, poubelle. ils respectent? Voilà. Oui. À la rigueur, ils mettent dans leur sac ou dans un sachet, mais on va pas prendre une canette, tu prends. Bien sûr, son papier de sandwich et puis le balancer dans la nature. Voilà. Alors ça veut dire, Madame Ladine, qu'il y a beaucoup de travail encore à faire chez les jeunes. Je pense que le témoignage des élèves sont significatifs. Oui. Donc le projet que j'ai initié, enfin, ça me conforte. Oui. Je dis qu'il y a un intérêt, puisque 7 regards seront posés, il y a 7 classes, et pas que sur la biodiversité, mais sur les associations qui œuvrent, sur les personnes qui ont fait Grand Camp, qui sont issues de Grand Camp. Donc, et les institutions, les politiques publiques qui sont gérées, parce qu'il ne faut pas oublier que Grand Camp, quartier prioritaire, en pleine rénovation urbaine, je crois que le premier programme est terminé. Donc, il y a quand même des choses à dire. Le Grand Camp accueille le CIVAD. Il y a un littoral qui est juste à l'arrière de la décharge. Il y a une biodiversité qui a certainement été impactée. Donc, ce sont toutes ces questions-là qu'on va se poser sur ce projet. Alors, juste une dernière chose avant de vous laisser partir. Vous irez quand avec les élèves rencontrer Hippomène? Demain après-midi. Ah, c'est demain après-midi? Oui, c'est bien. Ça touche chaud. Enfin, il est en train d'échauffer. Demain, entre 14h et 16h, donc la classe va venir à la rencontre de l'éponyme. Et voilà. Ils vont poser les questions qu'il faut à Hippomène. Voilà. C'est ça? Oui. Alors, il n'y a que des questions à poser? Alors non. Donc, on ne peut pas
Donc, nous allons faire une surprise à Hippomène. Ah, il ne faut pas dire, qu'on ne peut pas divulguer. Oui, il faut pas on divulguer. dit qu'il y a une surprise, mais on ne va pas divulguer. D'accord. Et voilà. Ok, bien écoutez, on vous remercie et le message est passé chez les adultes et chez les enfants comme vous. J'imagine que les élèves de votre classe vous ont vu aussi ce midi et ils vont vous poser des questions et dire comment ça s'est passé à la télévision. Ça y est, vous êtes passé à la télévision grâce à Mme Nadine. Mme Nadine, on vous dit merci et puis continuez votre travail avec vos collègues aussi. Alors j'allais dire, monsieur Hippomène, monsieur Zandronis. Ah non, je ne suis pas encore Hippomène, non, ça va. Vous ne savez pas encore chanter? Non, je sais chanter, mais pas comme Hippomène. Voilà, 13h04, on prend la pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZCL News, toujours avec Jordan aux manettes. On va recevoir dans un instant Madame Sandy Iskay Archellery. Elle est directrice générale de l'agence 3S et elle est de Pointe-Noire. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h12. On va recevoir successivement Sandy Iskay Archellery. Bonjour. Bonjour, monsieur. Elle est directrice d'une jeune agence qui s'appelle 3S. C'est ça. Elle a expliqué tout à l'heure ce que c'est. On va recevoir aussi Madame ou Maître Caroline Alix, bonjour. Oui, bonjour. Elle est suivie ou accompagnée d'une autre avocate qu'on connaît bien ici, Maître Démocrite Evelyne, bonjour. Bonjour, monsieur Zandronis. On parlera de cet ouvrage, un ouvrage sur la médiation, un ouvrage vraiment qui devrait permettre beaucoup d'apaisement, j'ai l'impression. Alors, deux petits mots sur votre agence 3S, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors déjà, bonsoir, monsieur Zandronis. Bonsoir, chers auditeurs et internautes de Canal 10. Alors 3S, c'est une société de services à la personne, déclarée et agréée par la DIECT. Donc nous proposons plusieurs prestations et services répondant à différents besoins aux différentes familles. Voilà. Parce qu'on sait que le service à la personne, ça se développe beaucoup en ce moment, puisqu'on a une population qui vieillit. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui sont souvent seules chez elles. Alors, vous rayonnez dans quel secteur? Uniquement Pointe-Noire, Pointe-Noire? Non, alors nous travaillons sur l'ensemble de la Guadeloupe. J'ai fait le choix de m'installer sur Pointe-Noire. Je suis pointe-noirienne, mais nous intervenons sur l'ensemble du territoire. Alors, dans cette période qui continue de pandémie, comment votre agence fonctionne-t-elle? Est-ce que ça vous a perturbé ou au contraire, est-ce qu'il y a eu plus de demandes? Alors, plus de demandes. Nous avons assuré la continuité de service, bien entendu, en mettant en place différents dispositifs. Donc, le personnel, notamment, a été formé, plus précisément par rapport aux gestes barrières, comment intervenir auprès des bénéficiaires sans être en danger, se mettre en danger, mais non plus mettre en danger les personnes auprès desquelles nous intervenons. Oui. Voilà. Essentiellement des personnes âgées, des seniors? Non. Alors, nous intervenons auprès d'un public très large. Donc, nous avons des particuliers qui payent d'eux-mêmes leurs prestations, mais nous avons également des personnes âgées qui dépendent de différentes aides sociales. Alors, précisément, quelle est votre gamme de prestations? Alors, nous proposons l'aide ménagère, les travaux de jardinage, la garde d'enfants et également les cours de soutien scolaire, mais aussi l'assistance administrative et juridique. Donc, je travaille en collaboration, en partenariat avec plusieurs professionnels. Oui. Ça signifie que quelqu'un qui a des difficultés à remplir sa feuille d'impôt, par exemple, vous pouvez l'aider? Ou alors à faire une lettre pour une demande d'emploi, des choses comme ça? C'est ça. Oui. Donc c'est vrai que tous les jours, nous avons plus ou moins cette demande, puisque maintenant tout est dématérialisé. Oui. Donc c'est vrai que, pas que les personnes âgées, c'est effectivement des personnes plus jeunes qui ont du mal avec l'outil informatique. Donc nous pouvons répondre effectivement à ces demandes. Et puis après, tout ce qui est un petit peu plus technique, nous faisons appel à plusieurs professionnels. Voilà. Alors, la question quand même qui se pose, je vous la pose, j'imagine que la réponse soit peut-être positive, c'est que souvent on disait que les organismes d'aide à la personne, la formation n'était pas adéquate et quelquefois, ça fonctionnait mal à l'intérieur des maisons. On entendait beaucoup de gens qui disaient « ouais, ils viennent chez moi, mais ils ne peuvent pas connaître fait ça, ils ne peuvent pas connaître fait ci, etc. » Il est important que le personnel soit formé, puisque forcément, nous intervenons auprès d'un public qu'on dit fragile. Oui. Donc, il est indispensable que le personnel soit formé. Donc, j'apporte un point d'honneur à ça, d'ailleurs. Oui. Et donc, c'est 3S. Vous faites pourquoi 3S? Alors 3S, solution service social. Ah d'accord. Voilà. Oui. Et donc vous travaillez en relation avec la collectivité ou bien comment ça se passe? Parce que quand vous avez un mode d'emploi, je veux dire un modèle économique quand même, il faut
faut payer votre personnel. Alors, comment ça se passe? Alors à ce jour, 3S n'a pas pu encore bénéficier de subventions, voilà. Oui. Mais nous travaillons en collaboration avec plusieurs professionnels, mais la mairie en tout cas de Pointe-Noire, oui. Voilà, et nous avons des aides qui sont aussi en attente. Voilà. Oui. Donc à ce jour, 3S fonctionne avec ses clients, ses moyens. Voilà. Alors, mais quelles sont les prestations les plus demandées? Alors, c'est l'aide ménagère. L'aide ménagère, qui est une prestation vraiment qui est très demandée. Oui. Donc, nous sommes très étonnés, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons beaucoup de demandes de particuliers qui aujourd'hui veulent se payer. Ça veut dire que les femmes ne veulent plus faire le ménage, c'est ça? Non, c'est que les femmes sont actives. Les femmes sont beaucoup plus actives, voilà. Donc, ce n'est plus un luxe, hein, à mon sens, de pouvoir se payer quelques heures de ménage. Oui. Voilà. Et donc, c'est la demande, la prestation qui est la plus réclamée. Voilà, c'est la prestation, je dirais, numéro 1 plus ou moins, qui est, voilà, c'est la plus demandée. Et la moins demandée? La moins demandée, la garde d'enfants. Oui. La garde, en tout cas, je dirais la garde d'enfants sur le secteur, hein, sur notre secteur, en tout cas sur Pointe-Noire. Oui. Tout simplement parce que je pense qu'en général, sur de petites communes, on a la mamie, la tati, voilà, la famille qui peut récupérer, qui peut garder les enfants en général. Voilà. Alors, je sais que pour les seniors, souvent, le plus souvent, il y a une infirmière qui travaille, et vous travaillez en collaboration avec l'infirmière qui s'occupe de la personne âgée. Oui, forcément. Nous travaillons en collaboration avec l'équipe médicale qui intervient auprès des bénéficiaires. Oui. En général, les infirmières. Oui. Voilà. En contact si on veut vous joindre? Bien sûr. Alors, si vous voulez nous joindre, nous sommes joignables au 0590 81 21 28 ou le portable 06 90 740 724. Voilà. Et vous avez bien dit que vous ne travaillez pas que sur Pointe-Noire. Hein? Non, nous travaillons sur l'ensemble de la Guadeloupe. D'accord. Voilà. Il suffit tout simplement de vous contacter. C'est ça, nous sommes joignables et aussi vous pouvez nous suivre en tout cas l'actualité de 3S sur nos différents réseaux sociaux, dont Facebook et Instagram. Voilà. Vous êtes à l'ordre du jour. Merci en tout cas, Madame. Merci à vous pour l'invitation. Madame Iskaï d'être venue nous dire tout ça. Et puis on souhaite bonne chance à votre agence. Merci. Un petit coup de pouce qu'on voulait donner à la télévision. Alors, on revient vers ces deux avocates. Alors, Madame Alix, est-ce qu'il faut toujours vous appeler avocate? Oui, je suis avocate au barreau de la Guadeloupe depuis le 15 septembre. De cette année? De cette année. Ah bon? Moi, je croyais que vous aviez changé de métier. Non, je n'ai pas changé de métier. Quand j'ai lu votre ouvrage... Mais je suis revenue à l'avocature. Ah, vous êtes revenue parce que vous aviez quitté un moment. J'ai quitté parce que j'ai cédé mon cabinet en Bretagne. Pour m'installer en Guadeloupe, j'ai choisi de m'établir en Guadeloupe. Alors, l'ouvrage que vous... quand on lit votre ouvrage, on a l'impression, enfin, Madame Democrite qui est là va me dire aussi ça à la choc, que j'ai l'impression que la justice aujourd'hui, comme vous dites, la justice du 19e siècle ne correspond plus tellement aux justiciables du 21e. Faire ce livre m'a permis de me réconcilier avec cette justice et cette institution, en fait, qui n'a pas les moyens de travailler autrement que ceux qui lui sont offerts actuellement. On ne transformera pas la justice. Mon propos consiste à changer le regard des gens sur la justice, savoir qu'est-ce qu'on peut attendre d'une règle de droit et qu'est-ce qu'on peut attendre des auxiliaires de justice. Alors justement, je reviens vers Madame Democrite qui a été bâtonnière. Oui, tout à fait. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les avocats ont beaucoup de soucis. Bon, l'année dernière, c'était par rapport à la réforme. Surtout les jeunes avocats avaient beaucoup de soucis. Est-ce que, du point de vue du barreau aussi en Guadeloupe, on peut dire que les conseillers ne sont pas toujours les payeurs, comme dit Madame Maître Alix? Alors, moi, ce que je dirais plutôt, c'est qu'on est en train de moderniser. Hein, on modernise cette justice. On parle de la justice du 21e siècle. Tout à fait. Et justement, dans le cadre de cette justice, on fait beaucoup pour promouvoir la médiation. Oui. Puisque le livre de Maître Alix, sur la médiation. Voilà, c'est sur la médiation. Ça s'appelle L'art de la paix. Oui, oui. Et effectivement, rompre une relation, ça s'apprend. Voilà. Voilà. Et les médiateurs dont nous sommes, parce qu'il faut savoir qu'au sein de notre barreau, nous avons créé une association qui s'appelle l'Association des médiateurs et arbitres caribéens, composée essentiellement d'avocats qui ont suivi une formation, donc ils sont spécialisés en matière de médiation et qui se mettent au service de la population. Et c'est la raison pour laquelle souvent on nous
considère comme étant des démineurs de conflits, parce que nous avons la possibilité de mettre au service des personnes qui ont un conflit, 2 ou plusieurs personnes qui doivent gérer un conflit, de pouvoir leur permettre, avec l'aide d'une tierce personne qu'on appelle le médiateur, qui est quelqu'un qui est neutre, qui est impartial, et qui va permettre justement de faciliter la relation et permettre de trouver une solution. Et ce sont les médiés, ce qu'on appelle les médiés, qui vont trouver une solution à leur conflit et qui pourront faire preuve de créativité, parce qu'on s'est aperçu que la justice n'est pas toujours en mesure de répondre à toutes les préoccupations. Nous avons constaté, par exemple, notamment en matière de droit de la famille, que même lorsque nous avons obtenu une bonne décision pour nos clients, même si nous avons gagné, eh bien, il arrive même que les personnes seraient prêtes à nous demander de faire appel parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé par la décision de justice. Et la médiation peut permettre justement de voir qu'est-ce qui a manqué, où est-ce que cela a péché, pour rétablir le dialogue, rétablir la communication et permettre justement de maintenir le lien entre les personnes, restaurer une communication et préserver un lien qui peut être familial ou commercial. Alors précisément, Madame Alix, dans une série de cas, mais il y a quelque chose que quand même j'ai noté dans un chapitre au tout début, éviter un procès. Venant d'un avocat, c'est quand même curieux, d'une avocate, éviter un procès. On a l'impression quand même qu'il faut tout faire pour ne pas aller chez l'avocat, ne pas aller, en tout cas, au tribunal. Alors, effectivement, il y a une ambivalence dans mon propos. Dans mon livre, il y a 2 parties. Oui. La première partie, c'est les 2 pieds sur le frein de la voiture. Oui. Comment je vais me raisonner pour pouvoir déjà gérer le maximum d'aspects relationnels, pour protéger le système dans lequel j'évolue. Oui, j'ai vu le cas d'Isabelle. Le système familial, le système professionnel, le système de partenariat commercial. Tout à fait. Parce que d'avoir raison devant un juge peut faire d'énormes dégâts systémiques. Oui. L'idée, c'est qu'on commence par étudier la situation, 2 pieds sur le frein. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour ne pas aller en justice et devant un tribunal? Et pour ça, on est 2. Malheureusement, on est 2. Même si la personne qui nous rencontre, nous les avocats, sont déterminés à dire « mais moi je veux que ça se passe bien, je veux en sortir intelligemment », comme on est 2, on ne maîtrise pas ce que l'autre va pouvoir faire. Et donc, l'idée de ce propos, c'est d'informer les gens sur à la fois les dangers de la justice, mais à la fois... Vous dites bien les dangers de la justice. Oui, parce que c'est un espace qui n'est pas confortable. Oui. Pour plein de raisons que j'explique dans ma deuxième partie. Oui, tout à fait. Par contre, quand on doit y aller, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que l'autre personne avec laquelle on est en conflit refuse d'entendre raison et braquée avec une rigidité telle qu'on ne peut pas lui faire entendre raison et changer son angle de vue, on est obligé d'y aller au tribunal. Et on va y aller, mais pas n'importe comment. Il faut vraiment être prêt et je donne toutes mes clés et mes astuces pour bien le vivre aussi. Oui, parce qu'il y a la dimension émotionnelle, c'est ça. Tout à fait. Et on n'est pas formé pour être méchant, on n'est pas formé pour se battre. Oui. Voilà, dans notre éducation. Donc la justice est méchante alors finalement. J'ai pas dit que la justice était méchante, j'ai dit que l'arène judiciaire, c'est quand même un combat. Oui. Il faut être prêt à se battre. Oui. Alors, j'ajouterais d'ailleurs que lorsqu'une décision de justice est rendue, il y a un gagnant et un perdant. Oui. La différence avec la médiation, c'est que le processus qui est mis en place pour régler amiablement le conflit permet d'être gagnant-gagnant. Les 2 parties doivent sortir gagnantes de cette médiation. C'est ça toute la différence. Et c'est pour cela d'ailleurs que de plus en plus on favorise, il arrive même qu'on rende obligatoire la médiation préalablement à toute procédure judiciaire pour pouvoir désencombrer les juridictions et parce qu'on s'est aperçu qu'on peut effectivement arriver à solutionner certains conflits par le biais de la médiation. Parce qu'on va mettre en place des mécanismes différents. On va mettre en place une écoute attentive, on va essayer de comprendre pourquoi il y a ce conflit qui est né, qu'est-ce qui coince, et permettre aussi à chaque médié de donner sa vérité et de faire valoir son ressenti. Ce que la justice... une décision de justice ne va pas prendre en compte. Et une décision de justice, elle va statuer en droit, mais elle ne va pas statuer en équité. Alors que dans la médiation, on peut mettre en place une solution qui convienne
aux deux parties et qui puissent statuer en équité. Imaginons par exemple qu'une décision a été rendue en matière de bornage. Deux parties, deux voisins ou deux membres d'une même famille qui sont côte à côte. Il y a une décision qui a été rendue et il y a eu un empiètement sur la partie du voisin. Et la décision de justice, c'est vous devez démolir cette construction qui empiétait chez votre voisin. Les parties peuvent très bien, même si cette décision a permis à l'un de gagner, à l'autre de perdre, puisqu'il doit démolir sa maison, de pouvoir se retrouver, parce que ce sont peut-être des membres d'une même famille qui veulent pouvoir continuer à entretenir des relations d'affection. Ça peut être des amis qui ont entretenu une longue amitié, qui veulent pouvoir continuer à vivre cette amitié. Ils peuvent décider de se rapprocher dans le cadre d'une médiation. Et ils vont choisir, ils vont décider de se dire les choses. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a motivé, etc. Et ils peuvent décider, pour qu'on soit gagnant-gagnant, et permettre de maintenir cette relation, de ne pas démolir, que celui qui empiétait à ce moment-là serait prêt peut-être à acheter la partie qui a fait l'objet de l'empiètement, moyennant un prix qui permettrait de désintéresser l'autre à hauteur du préjudice qu'il considère avoir subi. Et les choses peuvent se rétablir comme ça. Oui, c'est l'idéal. Alors, mais on a constaté que lorsque les parties acceptent de se soumettre à une médiation, que ça réussit entre 70 et 80%. La médiation, lorsqu'elle est bien comprise et qu'elle est bien menée, peut être efficace. Et je tiens aussi à préciser, pour rester dans l'actualité, que vendredi, nous avons signé, voilà, l'Ordre des avocats, notre association, avons signé une convention pour mettre en place, généraliser la médiation devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. Parce qu'en ce moment, vous savez que les soignants ont beaucoup de cas de personnes qui subissent en ce moment les foudres, même pas de la justice encore, hein, c'est même pas encore à ce stade-là, puisque c'est une loi un petit peu bancale. Des établissements. Oui, une loi un peu bancale, parce qu'il y a une juriste qui vient ici et qui nous a expliqué que cette loi-là, elle n'a pas vraiment... son coût est assez bizarre, puisque les gens sont suspendus, ne savent pas ni pour combien de temps, ni s'ils seront licenciés, etc. Alors, je rappelle qu'il y a une médiation qui est alors justement, j'allais vous poser la question. Pour un médiateur. Madame Alix, oui. Alors, moi, j'entends en filigrane dans les propos de Madame Le Bâtonnier et puis vos échanges à tous les deux, qu'on aborde la question toute simple des données qu'on va injecter dans un tribunal qui sont restreintes au problème de preuve et des données qu'on va pouvoir échanger les yeux dans les yeux, qui vont être beaucoup plus proches de la réalité et de la vérité, de ce que chacun vit. Et ce qu'on va pouvoir élaborer comme sens, avec l'aide de quelqu'un qui va pouvoir considérer le système global d'une personne et pas que le litige. Son écosystème, Et son écosystème, et le protéger au sein de cet écosystème, changer son angle de vue pour qu'il zoome un petit peu en hauteur. Voilà, et ben c'est se libérer de ces problématiques de preuve dans lesquelles les magistrats sont enfermés, et c'est leur œuvre de juger qui le nécessite. On peut pas... on ne peut pas juger quand on est magistrat sans preuve dans un dossier, c'est logique. Et la problématique que les gens ignorent, c'est à quel point un juge est enfermé dans des problèmes de preuve. Voilà. Mais et dont on peut s'émanciper, se libérer en médiation quand on se parle les yeux dans les yeux. Caroline Alix, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle brèche ou un nouveau métier, en tout cas. Madame Democrite l'a dit, effectivement, aujourd'hui, il faudrait avoir le juge, l'avocat et le médiateur. Le médiateur ? Le médiateur à côté. Mais c'est ce que le législateur souhaite. Le législateur voudrait que les justiciables comprennent que ce n'est pas en appliquant brutalement une règle de droit qu'on va régler leur solution, leur vie en équité, et qu'on va leur donner une place et qu'on va les mettre dans l'équilibre. L'équilibre, il est ailleurs. Et donc, il faut savoir employer intelligemment cette règle de droit. Alors, vous êtes une avocat coach, en fait. C'est ça. Oui. C'est bien résumé. C'est un nouveau métier. C'est bien résumé. Oui, non, enfin, en lisant votre ouvrage, on le sent, parce qu'on sent que finalement, vous prêchez l'apaisement
même avec une décision qui peut être brutale. On a vu le cas de, je vais noter, le cas d'Isabelle, le cas d'Anna, etc., où chaque fois, vous essayez de trouver dans les conflits familiaux, qui sont très durs quelquefois, même avec, surtout dans les enfants sont issus d'un auto-couple, famille recomposée. Voilà. On a bien vu toutes les difficultés que ça entraîne. Alors, est-ce que ces médiateurs, quel est leur statut réel aujourd'hui? En fait, ce sont des filtres qui sont censés traiter la relation avant de traiter juridiquement la situation. D'accord. Il faut absolument, pour moi, que les gens comprennent la différence entre gérer des relations et appliquer du droit. Voilà, c'est le sens du message de mon livre, qui est à la librairie générale à Jarry, pour ceux que ça intéresse. Tout à fait. Alors, Jordan, on remet la couverture du livre, parce que c'est un livre qu'il faut lire, surtout quand on a des problèmes avec la justice, et on en a tous les jours. Ou avant d'en avoir. Oui, mais enfin, il n'y a même pas suffisamment de place, quelquefois, au tribunal pour régler toutes les affaires. Donc, cet ouvrage, je vous recommande, L'Art de la paix, ouvrage qui peut justement amener un petit peu d'apaisement dans les relations justiciables. Mais est-ce que les procureurs, ils ont lu cet ouvrage? Parce qu'eux aussi, il faudrait qu'ils se calment aussi, quelquefois. Oui, je l'ai offert à plein d'intervenants, plein d'auxiliaires de justice. J'espère qu'ils l'auront lu. Et je suis très, très reconnaissante de l'accueil qu'ils m'ont réservé, dont Madame le bâtonnier Démocrite et puis Madame le bâtonnier Bangou aussi, qui ont encouragé. Madame Bangou, oui. Voilà. Bon, les magistrats sont très en demande de cette médiation. Ah, eux aussi. Oui, bien sûr, et c'est dans les textes de loi aussi. D'accord. Ouais. Ça peut être un préalable à toute procédure judiciaire. Donc la médiation, mais vraiment... Vous pouvez offrir cet ouvrage à M. Cotelon au CHU? Ça lui fera du bien. Je pense que M. Cotelon, on n'est pas opposé à une médiation. Ah non, mais j'espère. Ça a été proposé. Oui. Après, c'est trouver comment rapprocher ces deux parties et trouver une solution. Je sais que déjà en Martinique, ils ont repoussé, qui n'a pas eu lieu, mais il y a eu des auditions, etc. Et ça a été repoussé, les effets ont été repoussés à la fin de l'année, au 31 décembre 2021. Écoutez, on verra bien si on peut trouver une solution en Guadeloupe aussi. Il y a une signature du bouquin qui est prévue à la librairie générale? Oui, j'ai pas encore la date, mais c'est prévu, tout à fait. Bon, faites-nous pas, on le dira. En tout cas, on vous remercie d'être venues toutes les deux. Merci. Merci aussi à Madame Sky Archiléry d'être venue présenter les 3S. Merci à vous. Et puis, les 13h33, on prend la deuxième pause. En un instant, on va retrouver Jean-Luc Divial pour sa chronique habituelle. Voilà. On vous remercie de votre attention et d'être venu sur le plateau. Merci. Voilà, il est exactement 13h45. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière puisque c'est l'appel à la grève lancé par LKP avec des incidents du côté de Perrin, avec l'arrestation de M. Divran de l'UGTG, les violences aussi policières sur la route de Morne-à-l'Eau et puis quelques barrages ici et là. Mais la situation reste complexe. On essaierait d'avoir Harold qui était du côté de Perrin, mais pour l'instant, on ne l'a pas. En tout cas, de toute façon, on reviendra dans le journal de ce soir, dans le focus sur cette matinée particulièrement particulière. Elle est particulièrement particulière, j'allais dire. Mais pour l'heure, il est 13h46. On va revenir sur l'émission, la chronique de Jean-Luc Divial et Damisso. Et cette fois-ci, on vous l'avait annoncé il y a quelques semaines de cela, il avait décidé de nous expliquer pourquoi on disait là on aimait on bitait un malade ou un malade qui bitait un malade un mono le dit je t'aime aimé on va dire un malade. Alors est-ce que ça nous a une explication? Mais c'est ça qu'il a dit nous Adam et Damisso. C'est parti. Beauté, Jumbo, très chers téléspectateurs du ZCL sur Canal 10 et très chers auditeurs de Radio Haute Tension et de C10 FM. Alors, cette chanson, vous la connaissez toutes, elle est extraite de l'album numéro 8 de Cassave. Le titre, c'est Moins Maladard, interprété par Jacob Desvarieux. Nous avons ainsi souhaité
positiver cette période de confinement, parce qu'effectivement, il est question de maladie, eh bien, on peut essayer de positiver ce discours en posant la question suivante. D'où vient-il, dans notre langue, que l'on associe le fait d'aimer à être malade? Pourquoi en Wuchikam, notre langue dite créole, on associe le verbe aimer, le fait d'aimer, le fait d'être amoureux, au fait d'être malade? Alors, pour cela, vous connaissez déjà la démarche. La démarche consiste à questionner notre pensée symbolique. Je rappelle que la pensée symbolique, eh bien, c'est la vision que tout individu se fait du monde. Tout peuple a sa propre vision du monde. Et cette vision du monde, cette observation de la nature est responsable de la construction du langage, puisque, en fait, nos ancêtres ont observé leur environnement, les végétaux, les animaux, les minéraux, le ciel et les manifestations naturelles de la vie, et en ont dégagé des concepts. Et ces concepts, jusqu'à aujourd'hui, impactent notre langue. Alors, nous avons aussi, chez nous, une formidable banque de données. Cette banque de données, eh bien, c'est ce qu'on appelle les hiéroglyphes, c'est-à-dire l'écriture d'un peuple qui nous a précédés de plus de 4500 ans. Donc, nous avons un réservoir d'informations, puisque je rappelle qu'un dictionnaire, c'est avant tout un voyage. Un dictionnaire, c'est un voyage, et on peut ainsi comprendre quelle était la philosophie de ces personnes, leur spiritualité, leur mode d'être, leur façon de concevoir l'agriculture, l'économie, les rapports sociaux, etc., etc. Donc, on va chercher déjà comment se dit être malade, la maladie, en fait, ce concept. Et nous nous apercevons que ce concept en hiéroglyphe mobilise un certain nombre de signes et est translittéré MER, MR, c'est-à-dire que c'est une convention qui répond à un terme réel dans les langues africaines modernes, puisqu'en fait, il y a une véritable filiation entre les langues du continent africain qu'on parle actuellement et ces langues anciennes codifiées par nos ancêtres de la vallée du Nil. Alors, vous allez voir qu'il y a 5 signes, et je vais vous les expliquer très rapidement. Alors, vous avez premièrement un ciseau ou un point de son, un hibou, vous avez remarqué qu'il vous regarde en face, une bouche, une galette de pain, un petit oiseau, et puis le symbole du pluriel, en réalité, 3 traits qui symbolisent le pluriel. Et je vous le dis souvent, pour nous, cela correspond à une répétition d'un phonème. Par exemple, quand on vous demande quelle est la couleur du ciel, vous répondez blé, 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 ou rouge, 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 ou noué, 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 ou fo, 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 to, to, to. Ceci correspond à la notion de l'indéfini. Voilà, quand vous avez affaire à un pluriel, c'est-à-dire une quantité indéfinie que l'on ne peut compter. Et donc, ce MER signifie malade, souffrant, douleur, souffrance, maladie, affection. On peut comprendre déjà un premier rapport entre le fait d'être malade, le MER qui signifie malade, souffrance, avec la notion d'amour, dans la mesure où l'amour, parfois, ça fait très très mal. Et être amoureux, c'est être animé d'un sentiment très puissant, un sentiment de passion. Ensuite, on va s'intéresser à une autre graphie. Cette graphie, c'est celle qui rend compte du verbe aimer. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a 3 symboles. Ces 3 symboles sont translittérés Méri, aimer. Donc, Méri, aimer, on s'aperçoit qu'il y a déjà un lien qui laisse entendre une homophonie, c'est-à-dire 2 mots qui se prononcent quasiment pareil. Méri et mère sont constitués des mêmes consonnes, MR. Et s'il faut décrire ce signe, vous allez voir qu'il y a un objet qui figure en premier lieu et que l'on pourrait considérer comme étant une forme d'outil. Et toujours la bouche. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre les deux puisque la bouche revient. Et ensuite, vous voyez qu'il y a un homme assis, c'est-à-dire un habitant du pays, puisqu'il est sédentaire, c'est une façon de dire qu'il est sédentaire, et qui pointe le doigt en direction de sa bouche, ce qui veut dire que
le concept en question est relatif à ce qu'on exprime avec la bouche, ce qui se fait avec la bouche, comme manger, boire, chanter. Donc voilà, aimer, ça s'exprime. Aimer, ça s'exprime. Donc, pour analyser tout ceci, je vais revenir à ma graphie pour dire malade, souffrant, douleur, souffrance, maladie, affection. Et en pareil cas, je ne vais pas vous faire une analyse de chacun des termes pour vous montrer le lien d'homophonie. C'est vrai que c'est la règle, mais ici, nous n'aurions pas le temps de le faire. Nous allons nous intéresser, et c'est là aussi une technique pour aller beaucoup plus vite, eh bien, nous allons chercher à identifier le signe le plus rare. Ce signe le plus rare, le voici. Évidemment, nous ne l'avions jamais rencontré auparavant. Il s'agit du ciseau à bois et que nous pouvons comparer ici. Évidemment, cela laisse augurer sur la technique de fabrication de cet outil, c'est-à-dire une tige avec une première arête sur laquelle on fixe un anneau de bois et qu'on scelle derrière par un point de son dans le même métal. Donc, nous allons nous intéresser à la façon dont nos ancêtres avaient de nommer justement ce ciseau. Et on s'aperçoit de quoi? Eh bien, nous nous apercevons qu'en Itanicum, on dit mbe, ciseau à bois, en Swahili, chembeo, ciseau à bois, en Douléridum, kombe, ciseau à bois, en Yao, kombelo, ciseau à bois, et en Kofa, mbe, pointe. Voyez? Donc, ce que nous remarquons, c'est que nous pouvons déjà identifier une racine, et cette racine, c'est mbe. Nous la retrouvons dans quasiment toutes les façons de nommer cet outil et la pointe dans les langues africaines modernes. Évidemment, comme il y a un lien de filiation entre langues africaines modernes et anciennes, eh bien, il reste forcément quelque chose de l'égyptien ancien dans les langues que nous parlons aujourd'hui sur le continent et même dans la Caraïbe quand il s'agit de considérer la langue dite créole Wuchika. Donc, on peut voir aussi qu'il y a une autre façon de dire la pointe, c'est son. Et en bassa, on dira son pointe, en bakoko, son pointe, et en proto-bantou, Congo pointe. On peut encore identifier cette racine on ou ongo. Mais on voit que cette racine-là, eh bien, c'est un homophone du mot pour dire malade. C'est-à-dire qu'en baba, on dira son, malade, en bafanji, gon, malade, et en proto-bantou, Congo, pour dire malade. Donc, Congo, c'est à la fois la pointe, mais Congo, c'est à la fois le mot pour dire malade. Et donc, vous voyez qu'il y a le lien d'homophonie entre ces deux registres. Et vous voyez bien que le scribe, quand il écrit, il a conscience d'avoir affaire à une langue à ton et des langues à clic aussi. Donc, on peut poursuivre notre étude et s'apercevoir, par exemple, que l'écon, avec la même racine, c'est le verbe aimer. Et voilà la raison fondamentale pourquoi le scribe, eh bien, il associe ces deux registres. En Liwanzi, tondo, aimer. En kafa, sun, aimer. En ga, sumo, aimer. En proto-bantou, sim, aimer. Mais attention, en konzime et sime, attaché. En yornoso, sogo, attaché. En walo, singi, zingi, attaché. En bassa, sum, attaché. Et regardez, en walo, on dit zingi, attaché, mais ceci nous rappelle le verbe zinguer que nous avons quand nous jouons billes. Et que faisons-nous? Eh bien, on rassemble l'extrémité de notre index et on le fait toucher le pouce, c'est-à-dire qu'on décrit une boucle, comme si on attache, comme si on fait la boucle, tirer sur les billes. Donc, on zing. Voilà la source de ce mot. Et en bassa, par exemple, on dira sum attaché. Je vais revenir maintenant à mon mot pour dire aimer. Aimer, eh bien, je vous l'ai décrit tout à l'heure et je ne vous ai pas parlé de l'outil, mais cet outil, le voici. Vous pouvez le voir dans certains musées, notamment au Louvre, au British Museum. Il s'agit d'une roue, une houe, H-O-U-E. Et voilà, vous voyez que c'est un objet très très ancien et qui servait dans l'agriculture à l'époque où les gens n'avaient pas encore accès, comme plus tard, au métal. Alors, nous allons, pareil, essayer d'identifier la racine et comment nos ancêtres et comment actuellement on désigne la houe. Et vous allez voir qu'en copte, on dit aimer pour dire la houe, la binette,
et même la charrue, c'est-à-dire cette pièce qui pénètre dans la terre pour la retourner. Mais en proto-bantou, on dit djembe, roue. En guéno, kembe, la roue. Je vous fais remarquer que par exemple dans notre langue, pour désigner cette pièce de métal qui nous sert d'outil, on dira jambette pour dire le couteau. D'accord? Vous voyez ce qui sépare. Le copte dira aimer pour dire aimer, mais en tomboso, on dira mbé, aimer. Le copte dira encore méré, amour, ce qui est conforme à la racine mère que nous avons eue au début. En obolo, on dira ma, amour. En naja, on dira rembi, aimer. Et chez nous, par exemple à Haïti, on dira remen pour dire aimer. Donc vous voyez que cette racine rem, eh bien, elle se vérifie. On peut identifier ici la même racine, vous voyez, dans djembe, eh bien, on retrouve notre fameux B du départ. Dans gembe, notre fameux B du départ pour désigner la ou cette fois, et mbe pour désigner le verbe aimer, rembi pour désigner le verbe aimer. On peut continuer et s'apercevoir que la série est complète parce qu'on peut dire en proto-bantou djembe la roue, en adjamba djembe pour désigner la douleur, en tomboso jim pour désigner la douleur, en yornoso jim pour désigner la douleur, vimbe pour dire faire mal en swahili, et on peut voir cette relation déjà avec l'amour, en tomboso b le verbe aimer, et chez nous on dira lembe, douleur de cœur peine de cœur liée à un abandon. Et en Wuchikam, on dira encore aimer pour dire aimer, exactement comme en français. Et donc, vous voyez bien que le lien se fait que l'on considère la langue française ou les langues africaines modernes. Il en reste forcément quelque chose dans les langues de l'Europe, vu qu'il y a quand même une histoire. Les hommes qui ont quitté l'Afrique il y a très longtemps ne sont pas partis muets. Ils avaient leur propre langue et ils ont forcément laissé des traces et s'aimer quelques racines dans les langues européennes d'aujourd'hui. Alors, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait aussi la notion d'attaché. Tout à l'heure, le concept nous amène aussi à la notion de la tâche, de la mare. Et vous voyez que aimer, c'est attacher. Alors, vous avez intérêt d'avoir une bonne belle-mère, je vous dirais, parce que je vais faire aujourd'hui, dans cette rubrique qui est assez musicale, on va dire, référence aux Vikings de la Guadeloupe avec une de leurs chansons célèbres. Et le texte disait ceci. Belle-mère, moi, en péché oublié, tous les jours où t'es qu'avoué, moi, bien habillé. Ou pas même rester gardé si on t'es en vacabon, ou y a qui maille moins en diri et poisson. Diri et poisson qui maille moins, diri et poisson qui maille moins. Pourquoi? Parce que vous savez bien que chez nous, lié, attaché, eh bien, c'est aussi marié. Voilà. Marié, mais marié mystiquement. Donc, par exemple, voilà comment on dira lié, attaché. Et vous voyez que notre fameuse translittération, eh bien, nous conduit au même mère que nous avions identifié pour dire aimer, pour dire être malade. Donc, et nous retrouvons aussi les mêmes symboles, ce sont des homographes, par exemple, du verbe aimer, puisqu'on retrouve la ou et on retrouve la bouche. Et donc, lié, attaché, eh bien, c'est aimer. C'est la pensée symbolique de nos ancêtres qui se manifeste. Et voilà pourquoi quand quelqu'un chez nous se marie et que les circonstances paraissent un peu louches, on dit « Ah, il m'a renommé là ». Il m'a renommé là. Non, elle se l'est attachée par un lien mystique d'amour. Et donc, on va identifier encore ce signe rare, c'est le même, hein, et on s'aperçoit en fait que mère, c'est l'amour, méré, c'est l'amour, mère, c'est attaché, lié en copte, mar, c'est être lié, être attaché, être serré, être obligé. En pende, on dira kama, serré. En yandadom, on dira amari, attaché. Et chez nous, on dira maré, lié mystiquement, maré, forcé, obligé à un mariage. Alors, voyez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'incidence de la pensée symbolique sur notre parler d'aujourd'hui. Alors, pour beaucoup, quand on dit « moins malada », quand on cite cette chanson de Kassav, hein, on est persuadé que cette expression est apparue dans les années 80. Mais non, il n'y a rien qui se fait par hasard. Ces concepts que nous mobilisons et que nous réinventons sans cesse reposent toujours sur notre pensée symbolique. C'est elle qui, depuis
nos lointains ancêtres mobilisent les mots, les associent pour créer des expressions, et c'est cette même pensée symbolique qui, encore aujourd'hui, influe sur le langage de nos jeunes, de nos anciens et de nous-mêmes. C'est tout pour aujourd'hui. À lundi prochain, confiné ou pas, nous sommes là. Beauté! Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Il est 14h02. Je rappelle donc qu'on a reçu aujourd'hui 2 personnes avec des livres intéressants. La désobéissance à l'autorité, l'énigme de la Guadeloupe. Madame Valérie Ganem nous a expliqué comment les Guadeloupéens résistent à l'autorité, et nous, dans cette situation-là, ça ajoute là avec tout ce qui se passe. Et puis, une façon de... on va dire, d'alléger un petit peu le système judiciaire actuel, l'art de la paix. Caroline Alix nous a expliqué avec cet ouvrage sur la médiation, comment justement, même avec un procès, et quand il y a 2 gagnants ou un gagnant, un perdant, on peut arriver par la médiation à trouver un certain apaisement. Sinon, on a reçu aussi Sandy Skyer-Kellery, qui est venu nous parler de l'agence 3S, et Joséphine Ladine, professeure documentaliste à Grand-Camp, avec ses 2 élèves qui sont venus nous parler du parc Hippomène Léova. C'est demain, les élèves de 6e du collège Saint-Jean-de-Perse à Grand-Camp vont rencontrer ce chanteur des Vikings, les Vikings qui ont joué d'ailleurs leur dernier concert la semaine dernière. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était faite par Jordan Number One. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une série de rencontres, comme d'habitude dans les ZCL. Merci de votre attention. À demain.